Première question, pourquoi avoir choisi ce lieu en particulier? Comme vous l'avez rappelé, je suis depuis ma nomination par Sa Majesté le Roi Al-Nassero à la tête donc d'un ministère qui s'appelle la jeunesse, la culture et la communication. Et je pense que j'aurais aimé vous emmener aussi à Bab Jalla, mais vu le froid, je voulais vous éviter cela. Donc il fallait choisir un lieu avec une certaine symbolique. Nous sommes dans un patrimoine d'abord, qui a été construit en 1197 par Yaqub Mansour à l'époque, et qui a été classé patrimoine historique au début du siècle, en 1919 je pense, si je me rappelle. Et puis depuis, donc monument universel, vu que Rabat aujourd'hui est classé. Donc l'ancienne Rabat est classée, donc, comme vous le savez. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Donc c'est une symbolique culture, mais aussi jeunesse, parce que vous l'avez rappelé, c'est une galerie aujourd'hui d'art où beaucoup de jeunes viennent exposer leur art, leur savoir-faire, pas uniquement des tableaux. Donc ça rassemble un petit peu les trois départements, et aussi c'est un moyen de communication pour communiquer sur ce que nous sommes, sur notre histoire, et bien évidemment avoir dès maintenant pensé bien sûr à penser l'avenir. L'avenir, quand on a une base, une bonne base, on peut sereinement construire. Se projeter. Ouais. D'accord. Alors trois ministères à gérer pour une seule personne, c'est pas un peu trop? Il y avait une volonté, comme vous le saviez, et c'était aussi réclamé de votre part, si Samir, à l'époque, si je me rappelle bien, une certaine convergence, limiter le gouvernement pour davantage tout simplement de convergence. Et je pense que c'est une bonne idée aujourd'hui que d'essayer de rétrécir un petit peu le gouvernement pour aller vite sur certains dossiers. Et puis finalement, quand on parle, si je parle communication et culture, donc cinéma, qu'est-ce qu'il y a de commun? etc. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les trois départements? Alors, ce qu'il y a de commun, c'est des départements qui sont, pour moi, qui concernent cette nouvelle génération, la culture, la communication, bien sûr. Quand on parle de communication, on parle de la presse, mais on parle aussi des nouveaux moyens de communication, tout le volet digital, ce volet gaming aussi qui est concerné par la communication. Le cinéma, il est entre la culture et la communication. Il y a une interconnexion, vous voulez dire. Donc il y a une interconnexion entre ces trois départements qui est intéressante et que vous allez voir au fur et à mesure où nous mènerons notre politique en tant que gouvernement, Inch'Allah. D'accord. Avant d'arriver au gouvernement, vous étiez très critique, notamment sur l'action de votre actuel chef du gouvernement. Comment on passe du rôle d'opposant à celui j'allais dire, de meilleur allié? Alors pour être plus précis, si Samir, nous étions critiques vis-à-vis d'un gouvernement, parce que nous étions dans l'opposition, et non pas d'un ministre, parce que l'actuel chef de gouvernement avait un département et n'avait pas le gouvernement. L'une des critiques majeures que nous avions contre l'ancien ou les anciens gouvernements, parce on peut remonter à 2011 si vous voulez, en tout cas depuis la création du parti en 2009 au moins, et c'était justement qu'il n'y avait pas de convergence, qu'il n'y avait pas de synergie dans les différents gouvernements, et c'est qu'il y avait plusieurs partis politiques, tout simplement, il n'y avait pas le travail d'équipe n'apparaissait pas. Et donc, il peut y avoir d'excellents ministres individuellement parlant, mais croyez-moi, à la tête de ce département, de ces trois départements que vous l'avez rappelé, et j'estime que j'ai besoin d'un soutien des autres départements pour qu'on puisse avoir une bonne politique dédiée à la jeunesse, dédiée à la culture, une bonne communication d'abord entre les trois départements, entre les différents des ministères par la suite, pour qu'on puisse apporter davantage de choses aux Marocains et aux Marocaines. Quand on parle de jeunesse, la jeunesse n'est pas uniquement la culture ou le cinéma, c'est aussi les problématiques socio-économiques. J'ai envie même de dire que le premier problème qui remonte de chez les jeunes aujourd'hui, c'est la problématique de l'emploi. Donc comment faire en sorte que mon département peut apporter aussi son savoir-faire, peut apporter quelque chose sur ce volet-là, sur ce volet économique, sur ce volet social-économique. Comment faire en sorte aujourd'hui que de démontrer et de créer un marché de la culture, parce que la culture, ce n'est pas que aller au théâtre, c'est aussi la création de richesses. D'accord. Alors justement, on va y arriver. Après avoir pris, quand vous êtes arrivé, après avoir pris connaissance d'un certain nombre de réalités notamment budgétaires, qu'est-ce qui a changé? Quelle différence entre le Ben Saïd d'avant sa prise de fonction et celui d'aujourd'hui? En tout cas, c'est la même Par rapport, envie. encore une fois, à vos trois départements. Oui, j'ai envie de dire que c'est la même envie. C'est la même envie. La envie est là d'essayer d'apporter un peu soit peu à cette population de ce qu'elle mérite. Et c'est ce qu'on fera, Inch'Allah, au sein de ce gouvernement. Et c'est ce que je ferai à la tête de ce ministère-là. Donc, Mais pardon, c'est pas un changement. C'est aujourd'hui
tout ce qu'on décriait peut-être par le passé, parce que nous étions dans l'opposition, et toutes les idées qu'on discutait avec vous et avec d'autres de vos collègues, etc., c'est essayer de les mettre en place aujourd'hui. C'est l'occasion aujourd'hui, parce que le citoyen nous a fait confiance, nous a donné cette deuxième place, et donc a donné à ce gouvernement la possibilité donc de gouverner donc avec 3 partis, d'utiliser cette force, d'avoir uniquement 3 partis, de cette bonne convergence pour amener nos idées et les mettre en pratique. Donc c'est une chance aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais donc, avec des moyens financiers, facilité. vous n'avez pas été refroidi par je veux dire, votre ministère, c'est le parent pauvre de tous les ministères. L'intelligence serait que de sortir de chaque dirham investi, 10, 20, 30, 40 dirhams. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Le budget de notre ministère est ce qu'il est, et donc il y a d'autres possibilités. Soit je vais venir vous voir et vous dire, bon, je suis désolé, je ne peux rien faire avec ce budget-là, et bon, il va falloir attendre de voir l'année prochaine ou l'année d'après, ou alors de se battre et d'essayer de faire des bons investissements pour en sortir le maximum pour le Marocain et les Marocaines. D'autant plus que c'est des départements aujourd'hui qui sont intéressants, non pas uniquement sur le volet national, mais sur le volet international. Donc il y a aussi des partenariats à mettre en place sur le patrimoine, par exemple, sur le volet culturel. Vous savez très bien qu'il y a des partenariats qui se font avec des partenaires à nous, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon. Aujourd'hui, s'intéressent à notre culture, s'intéressent à notre savoir-faire. Il y a aussi des choses qu'on n'a pas encore assez utilisées. Par exemple, notre relation avec les GAFA. Il y a aussi de l'argent à récupérer et de la richesse à créer pour nos entreprises marocaines. Donc c'est des choses aujourd'hui qu'on va essayer d'évoluer. Quand je vous ai parlé de gaming, le gaming, ça n'existe pas au Maroc. Oui. Enfin, quasiment en tout cas. Il y a des choses créées par des individus, par des sociétés. Aujourd'hui, la fédération de gaming, etc. Mais moi, quand je parle de gaming, il y a tout ce qui est soft et tout ce qui est hard. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons aujourd'hui créer un marché pour que nos jeunes Marocains puissent eux aussi participer à la création de ces jeux vidéo. Et donc, c'est de la création d'emplois, c'est de nouveaux métiers, c'est de la richesse en plus. C'est ce qu'on veut mettre en place. Quand je vous ai parlé du lien entre l'emploi et les maisons de jeunes, l'idée aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire. On va essayer de se réunir avec l'école 1337 pour essayer d'apprendre de leur savoir-faire sur tout ce volet-là coding et voir si on peut faire des choses pareilles dans nos maisons de jeunes à nous, et de s'ouvrir à davantage de jeunes. Mais en contrepartie, l'idée c'est d'essayer de convaincre les grosses sociétés qui créent les jeux vidéo, donc qui sont dans le gaming, de venir aussi délocaliser une partie de leur savoir-faire ici au Maroc et de faire travailler donc ces jeunes ingénieurs aujourd'hui. L'expérience de 1307 elle est assez intéressante parce que, comme vous l'avez vu, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme mais qui apprennent sur le tas, donc on apprend tous ensemble. Et donc c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à notre marché étudiantin aujourd'hui, ou de jeunesse tout simplement. Et donc c'est des choses aujourd'hui qu'on peut développer, et ça nécessite pas forcément des moyens, ça nécessite uniquement la volonté et la mise en relation commerciale et la mise en relation des compétences que nous avons. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, avant de parler de budget, utilisant notre savoir-faire. D'accord. Alors après 100 jours au gouvernement, quel est votre diagnostic sur les 3 départements? Culture, jeunesse et communication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire. Avant de parler moyens, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre juste par volonté politique. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont faites aussi par la société civile qui sont assez intéressantes, sur lesquelles on n'investit pas assez, qu'on ne fait pas connaître assez. Quand on parle de maisons de jeunes, par exemple, il y a des fondations qui font un travail extraordinaire. Je peux vous en citer une, la fondation Alizawa aujourd'hui fait un travail énorme. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut nous prendre exemple pour essayer de dupliquer et essayer de trouver d'autres fondations, peut-être moins connues, mais qui sont connues au niveau sur le volet local. C'est pour ça qu'on essaie avec nos équipes de faire le maximum de visites possibles de terrain. Ces visites de terrain, ce n'est pas uniquement pour aller prendre une photo et ouvrir un local, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de percevoir les richesses que nous avons dans les différentes localités et essayer de faire profiter des expériences des uns et des autres, et aussi dans le cadre de cette stratégie que nous sommes en train de construire, considérer qu'il y a des approches régionales ou locales qui sont différentes de cette approche nationale. Les besoins qu'il peut y avoir dans certaines localités ne sont pas forcément les besoins dont on a besoin ici à Rabat ou à Casablanca, en tout cas dans les grandes villes. Donc c'est pour ça que ces visites de terrain sont nécessaires aujourd'hui. Nous allons essayer de faire toutes les localités, Inch'Allah, fin 2022. La phase du diagnostic est passée? Oui, il y a une première phase de diagnostic. Maintenant, au-delà du diagnostic, c'est les besoins, c'est déterminer les besoins, et les besoins diffèrent d'une région à une autre.
Et ça, c'est important. Ça, on ne peut le savoir qu'en ayant eu des échanges sur le terrain avec les jeunes et les moins jeunes. Bien sûr, les autorités, les élus, etc., mais aussi les concernés. Cette population aujourd'hui qu'on essaie on essaie de se connecter avec eux, non pas uniquement via le digital, mais aussi sur des visites de terrain pour essayer de comprendre des problématiques locales. Et en ayant compris les problématiques locales, on peut répondre par la suite à ces besoins-là, pas uniquement en tant que département jeunesse, culture et communication, mais aussi en mettant en place des partenariats avec les différents départements, parce que parfois il y a des services existants que l'État propose déjà, mais qu'on n'a pas réussi à installer dans certaines régions, dans certaines localités. Donc l'idée parfois, c'est ce que je dis moi toujours à tous mes collègues et aux différents départements, nous sommes un État. Donc si par exemple, s'il y a un besoin quelque part, si moi j'ai une entité, une maison de jeunes où je peux consacrer un bureau pour l'ANAPEC par exemple, parce qu'il y a un besoin d'employabilité, donc il y a des services qui sont déjà créés par le gouvernement, donc il faut le faire. Il faut converger encore une fois pour donner un maximum de services à nos jeunes, à nos moins jeunes, et démontrer que le gouvernement, que l'État est présent auprès de ses citoyens et citoyennes. Avant d'aller chercher quelque chose de nouveau, est-ce que les services que nous proposons aujourd'hui touchent le maximum de Marocains et de Marocains? C'est la question qu'il faudra se poser. Cette problématique de communication, elle n'est pas uniquement intergouvernementale ou gouvernement citoyen, elle est aussi par rapport aux services qui existent depuis des années, mais qui sont méconnus par une grande frange de la société. Je m'en rends compte aujourd'hui sur le terrain. Alors, quelle grande réforme structurelle vous pensez ramener? Après la phase de diagnostic, qu'est-ce que vous allez ramener concrètement? À quelle réforme pensez-vous? Il y a plusieurs réformes. Il y a eu un diagnostic global sur le volet cinéma, sur le volet théâtre, sur le volet culture dans sa globalité, sur le volet jeunesse aussi. Donc, si on parle culture, par exemple, quand on parle culture, il faut parler industrie culture aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut différencier le volet social du volet économique. Nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui une institution, une fondation pour les problématiques sociales liées aux artistes, liées à toutes les personnes qui travaillent dans la culture, pour qu'on n'en parle plus, pour que vous n'ayez pas, en tant que journaliste ou un député, à aller demander au ministre, il y a un artiste quelque part qui est malade, il faut le soigner, il faut le prendre en charge. Allez, c'est leur dignité qui est en jeu. Donc, mettre en place une structure qui va prendre en charge cela, avec une mutuelle communautaire, puisque la protection sociale va être mise en place et qui concernera aussi les artistes. Donc rajouter une mutuelle communautaire, rajouter d'autres services liés à la possibilité de bénéficier de crédits à un taux correspondant à ceux des fonctionnaires, par exemple, pour l'accès à l'habitat, pour ne plus tomber dans cette problématique d'accès à l'habitat aussi pour les artistes, cette problématique liée à des bourses estudiantines pour les artistes qui n'ont pas les moyens, parce que quand on parle d'artistes, nous ne voyons pas que le beau côté des artistes. Il n'y a pas que des artistes qui réussissent, il y a aussi des artistes locaux qui n'ont pas pu travailler ces dernières années, parce que certains travaillaient dans les mariages par exemple, ou certains travaillaient dans des cérémonies particulières liées à certains événements locaux, etc. Donc il y a une réelle crise aujourd'hui sociale qui touche cette frange de la société qu'il faudra solutionner. Pour que je me permette demain de parler d'industrie de la culture. L'industrie de la culture, il y a deux choses à mettre en place. On ne peut pas parler d'industrialisation s'il n'y a pas de structure sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le défi de 2022, c'est d'avoir 150 théâtres, cinéma et enfin de salles, j'ai envie de dire. On va y arriver. Mais justement, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez concrètement accompli en 3 mois? Hormis des pistes, hormis des diagnostics, des réformes, mais qu'est-ce qu'a fait Mehdi Ben Saïd en 3 mois? On a lancé l'initiative Le Théâtre Move. C'est une initiative aujourd'hui qui en dehors du soutien apporté par le ministère annuellement au théâtre. C'est une initiative qu'on a mis en place en partenariat avec la SNRT parce qu'il fallait redonner vie à la culture marocaine. Et la culture, nous ne pouvons pas, nous, en tant que citoyens marocains, aller au théâtre à cause du Covid. On a pensé à utiliser les télés justement pour rapprocher le théâtre des citoyens et des citoyennes, pour préparer justement cet après-Covid. C'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on va s'empêcher de voir du théâtre, de voir du cinéma. Donc utiliser le service public, qui est la SNRT aujourd'hui, pour rapprocher le théâtre des Marocains et des Marocaines. Donc ça, c'était une première initiative. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fondation, ça fait 3 mois. La fondation sera prête quand? On est en train de travailler dessus. C'est-à-dire ça fait 3 mois qu'on est en train de travailler sur les textes. On est sur la phase finale là. C'est-à-dire est-ce que ça sera une circulaire? Est-ce qu'on est obligé de passer par une loi au sein du Parlement? Est-ce que ça sera d'abord une association pour qu'on puisse au moins démarrer, pour qu'il n'y ait pas d'attente et par la suite à transformer en institution et donc passer par le volet juridique? C'est la phase finale. On est sur donc quoi, les fonctionnels fin 2022? Oui, bien avant, j'espère. Financé par votre ministère? Pas que par notre ministère. Avec d'autres départements?
départements, avec d'autres partenaires. D'autres partenaires. D'accord. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place. On a essayé de voir, vous savez qu'il y a plusieurs prix que consacre le ministère de la Culture, prix du livre, etc. etc. On a travaillé juridiquement sur ce texte-là pour les faire évoluer. Parce que nous sommes en 2022 et qu'il est ridicule d'aujourd'hui donner un prix de 20 000 dirhams à quelqu'un qui a travaillé pendant 2 ans. Donc pourquoi? Pour donner de la valeur à ce savoir-faire, à ces gens qui gagnent des prix au nom du Maroc et des Marocains. On a essayé de travailler aussi sur, comme je vous l'ai dit, sur les structures, sur les bâtiments, c'est-à-dire mettre à disposition, parce que ce que nous avions auparavant, soit des salles utilité uniquement théâtre, soit utilité uniquement cinéma. Donc l'idée aujourd'hui pour pouvoir avoir 155, c'est d'avoir des salles polyvalentes. Et donc c'est un investissement, c'est une décision qui a été prise pour qu'on puisse équiper ces salles-là. Et aujourd'hui on en est déjà à 75, comme je vous l'avais dit, l'objectif c'est 150. Et en ayant créé cette dynamique, ce qui est intéressant, c'est que le privé s'est intéressé à cette dynamique. Et nous sommes en train de finaliser aujourd'hui donc une convention avec un privé qui veut investir aujourd'hui sur plus de 20 salles, 20 complexes cinéma aujourd'hui au Maroc. Et je peux vous le donner peut-être en exclu, c'est-à-dire que les discussions aujourd'hui, on n'a pas encore annoncé parce que nous sommes en train de discuter les derniers points, notamment la possibilité de consacrer un pourcentage du chiffre d'affaires annuel à de la coproduction pour qu'il n'y ait plus que le CCM ne soit plus l'unique coproducteur de nos productions nationales. Et donc créer aujourd'hui, donc ramener des moyens nouveaux à la scène de cinéma pour ne plus avoir uniquement 25 films par an. Non, films produits. par an. Exactement, mais pour pouvoir demain atteindre 50, 60. On est en train aussi, bien évidemment, d'essayer de revoir le rôle qu'a le CCM. Oui. Parce qu'il y a eu... Alors justement, on va y arriver. On va, si vous le voulez bien. Parce que vous m'avez demandé du concret, donc je suis en train de rentrer dans le concret avec vous. On va poser des questions plus précises pour chaque département. Oui. Pour la communication, on va commencer par le secteur de la presse en particulier. Quel modèle économique est au centre de votre vision? Vous en avez discuté dernièrement avec monsieur le Réja. C'est quoi le modèle économique de la presse de demain pour vous? Alors, qu'on soit bien clair, moi l'idée c'était d'instaurer un débat avec les professionnels. C'est ce que nous avons fait sur plusieurs étapes. Nous avons démarré la première étape, il reste encore 2 étapes pour décider non pas uniquement du modèle économique, mais de quelle presse nous voulons pour les 15 prochaines années. Je refuse d'appeler ce que donne l'État aux journalistes comme soutien étatique. Vous parlez d'investissement. Moi j'appelle ça de l'investissement. Pourquoi? Parce que quand nous investissons dans une bonne presse, il y a derrière un retour sur cet investissement-là. Alors comment vous allez procéder? D'abord, le retour sur cet investissement-là pour le Maroc et pour les Marocains, c'est une bonne presse, c'est-à-dire la bonne information, et pour pouvoir combattre aujourd'hui les fake news aujourd'hui qui coûtent réellement à l'État, parce que pour faire oublier une fake news, il y a tout un travail, il y a toute une mobilisation qui se met en place, et donc ça c'est une mobilisation financière, rappelons-le. Quand nous avons une bonne presse, rappelons-le, qu'on le veuille ou non, le Maroc aujourd'hui, il vit comme dans un îlot, dans une île. Nous avons, comme vous le savez, des voisins qui, du jour au lendemain, se réveillent, nous attaquent à longueur de journée. Donc l'intérêt aujourd'hui d'avoir une presse reconnue nationalement et pourquoi pas internationalement, c'est aussi de faire connaître nos idées, faire connaître notre savoir-faire, faire connaître notre avis tout simplement. Moi je suis triste quand je vois notre population qui lit des journaux étrangers, arabophones, francophones, anglophones, mais que nous n'arrivons pas à exporter notre presse. Donc aujourd'hui c'est là le défi, c'est de créer, c'est aussi du soft power, c'est de permettre à notre presse de s'exporter, et donc forcément quand on arrive à exporter notre presse, on arrive à exporter notre avis en tant que Maroc, au-delà de l'opposition au gouvernement. Là je parle réellement de l'État en tant qu'État, et ça c'est important, ça c'est très important dans le cadre du soft power, et j'en viens, il y a le rôle de la presse, mais il y a aussi le rôle du cinéma, du théâtre et autre chose, on pourra en parler par la suite. Et puis, pour arriver à cela, c'est la discussion que nous avons aujourd'hui. Il y a de l'investissement qui a été donné au jour d'aujourd'hui. À quoi il a servi? Est-ce qu'il y a eu un cahier de charge qui a été respecté, pas respecté? C'est ce débat-là qu'il faut avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on doit aller directement au digital? Qu'est-ce qu'on fait de la presse écrite? C'est cette discussion-là qu'il faut avoir aujourd'hui. Et sans oublier les principaux concernés, à savoir le journaliste. Le journaliste, c'est un métier, d'abord, donc il faut respecter cela. Et malheureusement, ce que nous voyons à droite, à gauche, c'est que tous ne le respectent pas. La majorité respecte cela, mais certains non. Il n'y a pas forcément que des journalistes qui écrivent. Donc un nouveau cadre, vous pensez à un nouveau cadre? Il faut mettre en place, il faut encourager en tout cas la presse sérieuse
qui prend sur elle, qu'on soit bien clair, il faut le dire ça aussi, la personne qui a investi dans un journal, dans un site, ce n'est pas pour gagner de l'argent. La presse aujourd'hui ne gagne pas d'argent. D'accord? Donc c'est des modèles économiques aujourd'hui, c'est limite du service public. Donc à côté de cela, l'idée aujourd'hui c'est d'essayer au moins de mettre en place un modèle économique pour qu'ils équilibrent leurs comptes, pour qu'ils soient au fur et à mesure moins dépendants de l'investissement de l'État ou du soutien de l'État, comme on le veut, pour que cet investissement-là de l'État ne puisse représenter que 10, 15, 20%. Et pour cela, il y a différentes démarches. Il y a le volet publicitaire qu'on pourra ouvrir, il y a le volet des GAFA qu'on pourra ouvrir, il y a différents sujets sur lesquels on pourra traiter, il y a le volet fiscal. S'il y a un intérêt de parler de fiscalité, moi j'en avais parlé, mais est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise journalistique gagne assez pour payer des impôts ou pas? Mais est-ce qu'il y a d'autres impôts qui concernent l'entreprise média via l'impôt qu'elle doit payer pour ses salariés, pour ses journalistes, etc. Donc c'est ce débat-là à avoir aujourd'hui. Pardon, juste pour les GAFA, est-ce que honnêtement vous vous sentez de taille d'autres pays bien plus riches? Alors, je pense à l'Europe, vous vous attaquez aux GAFA. On ne s'attaque pas aux GAFA. Notre démarche est totalement différente. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire un bras de fer. L'idée aujourd'hui, c'est d'entamer une discussion sereine avec les GAFA, en les considérant comme des entreprises aujourd'hui mondiales, mais aussi citoyennes. Et un pays comme le Maroc, qui est un pays émergent, doit être soutenu, doit avoir des partenaires. Oui. Bien sûr que notre marché est peut-être epsilon par rapport à d'autres marchés dans le monde. D'accord? Donc c'est cette discussion, il faut avoir une discussion sereine. L'idée, c'est pas de dire oui, vous gagnez tant d'argent avec nous, il va falloir nous rendre tant. C'est de mettre en place un partenariat. C'est les pistes qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, en discutant avec une ou deux grosses sociétés pour amener par la suite les deux autres à suivre cet effet-là. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Bien sûr, ces discussions longues, il faudra leur montrer aussi notre intérêt et pourquoi ils ont intérêt à faire cela, parce que c'est des sociétés au final. Ils cherchent leur intérêt. Donc vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste dans la mesure où on n'est pas là pour faire un bras de fer. On est là pour construire quelque chose ensemble. Nous sommes un pays qui vise l'émergence et ça pourrait aussi être intéressant pour eux que d'accompagner cette émergence. D'accord. À titre personnel, en tant que ministre de la Communication, vous lisez l'actualité sur support papier ou digital? Les deux. Les deux. Vous continuez à lire les journaux au papier? Oui, je suis attaché en fait au papier, peut-être par comme ça. Je reste attaché au papier, je reste attaché au livre. Je n'arrive pas à me mettre encore au livre digital. J'aime lire les livres papier. Et donc, oui, il y a des revues que j'achète parce que j'achète, mais il y a aussi beaucoup de digital que je regarde parce que bien sûr l'information, elle est beaucoup plus facile à trouver sur le digital. On a nos habitudes, on a tous nos habitudes. Média 24 fait partie de mes habitudes. Très bien. Alors justement, on va en finir avec le dossier communication. Qu'est-ce que vous pensez ramener aux médias d'ici la fin de votre mandat, 2026? Par exemple, est-ce qu'il est question de nouvelles télévisions, de nouvelles radios d'ici 2026? Radio, je pense que le privé s'en sort bien. On a pas mal de radios marocaines qui réussissent, qui ont leur public, et c'est tant mieux. Donc il faut aller dans ce sens-là. Je sais qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui veulent que je vais rencontrer bientôt sur le volet radio, peut-être associatif, etc. Donc je suis en train d'essayer de creuser ce sujet-là pour voir l'intérêt pour eux et l'intérêt bien sûr pour le public. Mais sur le volet télé, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. D'abord sur le pôle public, qui a été entamé par le passé. Une nouvelle télévision publique? Non, sur le rôle du pôle public. Aujourd'hui, nous avons une occasion assez intéressante pour revoir ces fameux cahiers de charges qui avaient causé tant de débats par le passé et d'essayer d'aller vers quelque chose qui ressemble à notre société, premièrement. Et peut-être voir si le marché, entre autres publicitaires, peut aujourd'hui accepter des nouvelles télés, etc. Parce qu'il serait intéressant, bien évidemment, d'avoir... il est saturé, vous voulez dire par là voir les possibilités, encore une fois. Ce sera la même discussion que nous avons avec la presse écrite et la presse digitale. C'est-à-dire, est-ce que le marché encore peut accepter une nouvelle télé privée Vous laissez entendre que ce n'est pas le cas. Il faut voir la possibilité, il faut voir d'abord les expériences qu'ont certaines télés aujourd'hui via le satellite. On en a deux, je pense. Exact. Voilà, donc il faut voir leur modèle, c'est quoi les plus, c'est quoi les moins, où est-ce qu'ils ont réussi, où est-ce qu'ils ont échoué, et voir il y a des volontés aujourd'hui à droite à gauche, il y a des gens qui veulent aussi investir sur ce volet-là, les accompagner. Notre rôle, c'est de les accompagner tout simplement pour qu'ils puissent à terme l'idée. Moi, je pense le rôle que j'ai
ce que je pense de l'État, c'est l'accompagnement, et puis à terme, ils doivent pouvoir survivre par eux-mêmes. D'accord. S'ils restent accrochés à l'État, ça veut dire qu'il y a un business model quelque part qui n'a pas marché. Donc oui pour l'accompagnement, mais à un moment donné, les laisser... et même en termes d'indépendance, c'est assez intéressant d'avoir une télé indépendante pour qu'ils puissent explorer, pour qu'on ne dise pas aujourd'hui que les médias sont contrôlés par l'État et tout ce débat qu'il y a au niveau national, parfois même au niveau international. D'accord, on va passer à la culture, plus particulièrement, plus exactement, on va parler de cinéma. Où en est la désignation du nouveau directeur général Pas encore. du CCM? Pas encore, nous avons... Vous avez des noms? Non, pas du Des tout. candidats? Pas encore, parce que nous avons... j'ai demandé à l'actuel directeur par intérim de rester encore 3 mois, le temps de bien évaluer les problématiques qu'a connues le CCM par le passé. La première chose à faire, c'est peut-être de réunir les professionnels et de faire en sorte qu'il y ait une journée de travail pour le CCM, d'avoir leurs avis. L'idée, c'est comme il faut qu'il y ait une réconciliation entre le CCM et les professionnels, parce qu'il y a eu malheureusement pas mal de choses qui ont été dites et faites par le passé. Je pourrais vous cacher, le lendemain de ma nomination, j'ai eu pas mal d'appels de producteurs qui n'étaient pas payés, qui avaient des problèmes structurels même avec le CCM. Donc c'est ce qu'on essaie de voir aujourd'hui, de comprendre davantage cette problématique, parce que l'idée c'est pas de venir nommer quelqu'un, de dire allez tiens débrouille-toi, va régler ce qu'il y a à régler, et puis derrière il y a un échec. Mais c'est pour 2022 ou pour 2022? 2022, bien sûr 2022. On est en train de 2022, on aura un nouveau directeur général. Oui, Inch'Allah, il y aura un nouveau directeur général. On est en train, comme je vous l'ai dit, on a déjà entamé les discussions. Moi, l'idée aujourd'hui que j'ai, c'est essayer aussi de séparer le rôle de la cinémathèque du CCM, parce que le cinémathèque, c'est une structure qui est C'était sous tutelle avant? Absolument, faut qu'elle soit... Pourquoi les séparer? Parce que je considère que c'est une institution qui a un rôle en dehors différent de CCM. C'est la mémoire un peu audiovisuelle du Maroc. Et croyez-moi, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à la cinémathèque est extraordinaire. J'ai eu l'occasion la chance de la visiter hier, et c'est un travail de fond. Et des images, mais... d'archives, vous voulez dire? D'archives, mais d'une richesse incroyable, très intéressante pour nous d'abord, même, j'allais dire pour cette nouvelle génération, mais en fait pour toutes les générations, parce que c'est des images que nous n'avons tous jamais vues, qui datent de 1916. Un peu comme l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel en France. Absolument. C'est ce travail-là qu'on veut mettre en place, restaurer ce qu'il y a à restaurer, c'est un travail vraiment monstre qu'il y a à faire en sorte, et devenir, pourquoi pas demain, la cinémathèque de l'Afrique. Permettre à d'autres pays africains aussi de restaurer leur mémoire. C'est aussi ça le soft power dont j'ai parlé tout à l'heure. Le soft power, c'est un rôle de transmission aussi. Voilà, c'est un rôle que ce département se doit de jouer. D'accord. Alors pour les productions étrangères, cinématographiques, on sait que c'est une manne qui est malheureusement sous-exploitée. Oui. Que va faire le ministre en termes de taxes fiscales, d'exemptions, de subventions publiques? Est-ce que vous êtes attaqué à ce dossier? Bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de concret. C'est quelque chose de concret que nous avons déjà entamé. C'est-à-dire que nous sommes passés de 20 à 30% de retax pour les productions internationales. D'accord. Alors actuellement, il y a un investissement fait par ces productions internationales au Maroc d'à peu près 1 milliard de dirhams, c'est-à-dire 100 millions de dollars qui rentrent au Maroc, et on leur rendait... C'est peu par rapport au potentiel. C'est exact, et on leur rendait 20% sur ces 100 millions de dollars, alors que dans d'autres États ont atteint 40, 50% pour certains. Donc nous sommes passés à 30% avec un calcul qui est très simple, avec uniquement les 30% auxquels on est passé, on peut atteindre les 3 milliards de dirhams, c'est-à-dire les 300 millions d'euros, et nous devenons autant compétitifs que certains pays de la région ou de la sous-région qui ont déjà atteint les 50%, parce que nous avons un savoir-faire, nous avons des techniciens aujourd'hui de qualité qui s'exportent facilement à l'étranger. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que c'est intéressant même pour notre production nationale d'avoir des techniciens de renommée internationale. Et donc, ça va aider bien sûr le volet économique, c'est-à-dire qu'il y aura davantage d'investissements au Maroc, mais aussi le volet culturel national pour permettre à nos producteurs nationaux d'avoir des techniciens sur lesquels ils peuvent aujourd'hui compter pour pouvoir exporter demain aussi leur production. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, vous faites du forcing auprès du ministère des Finances? C'est pas du forcing, c'est une discussion que nous avons eue, c'est très serein, ils ont déjà accepté. Nous avons signé le décret, et donc quand il passera au Conseil de gouvernement les prochaines semaines, il sera annoncé. Et donc les producteurs qui travaillent avec des productions internationales sont très contents, parce qu'ils savent la manne qui pourra rentrer au Maroc, et donc la création de richesses, surtout, j'ai envie de dire, dans certaines régions du Maroc qui vivent de ça. Quand on parle de Ouarzazate, elles vivent de la production internationale, et l'idée aujourd'hui, c'est de développer d'autres pôles.
investir davantage sur WorldZ parce qu'elle vit de ça, elle vit de ça, et permettre à d'autres régions aussi de bénéficier de cette manne qui va venir de l'étranger et le retour sur leur expérience pour notre production nationale parce qu'il faudra aussi parler à un moment donné de ce que donne le CCM à nos producteurs nationaux que je trouve assez peu si on parle... C'est-à-dire, vous voulez augmenter les fameux 50, 60 millions, je crois, annuels? Pas l'augmenter, l'idée ça s'appelle d'avance sur recette. Ouais, c'est ça. Et donc, soit elle redevient une avance sur recette, et pour qu'elle puisse. Alors, tout est lié. Elle n'a pas bougé depuis des années, je crois, c'est 50, 60 millions par an. Elle n'a pas bougé, mais l'hypocrisie dans ce sujet-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'avance sur recette, puisqu'il n'y a pas assez de cinéma pour que le producteur puisse vendre son film au Marocain. Il n'y a pas de marché du film. Il n'y a pas de marché. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir 150 salles polyvalente dans le cinéma uniquement dédié à la production nationale pour que le producteur, quand il fait son business model, il ne veut pas comptabiliser uniquement 25 salles de cinéma ou 25 hada, il va comptabiliser les 150 que lui proposera le ministère, plus aujourd'hui l'investissement privé grâce à cette dynamique-là qui va se mettre en place. Donc on va quantupler à peu près le nombre de cinémas en l'espace de un an et demi. Un an et demi. Alors justement, vous avez annoncé... Juste, je vous termine par rapport à ça. L'idée en plus, pour qu'on puisse encourager nos productions à aller à l'étranger, la qualité, c'est aussi l'investissement. Donc moi, ce que j'ai proposé, on est en train de discuter, on ne l'a pas encore totalement fini, c'est de proposer à nos producteurs qui arrivent à ramener des distributeurs étrangers avec eux, c'est-à-dire que leur film sera distribué sur 1000 salles de cinéma entre les États-Unis, l'Europe ou ailleurs, un bonus en termes d'avance sur recette. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il bénéficie jusqu'à 10 millions de dirhams, il peut bénéficier jusqu'à 20 ou 25 millions, parce que celui qui va me ramener un distributeur étranger, c'est celui qui aura le plus de chances de rendre cette avance sur recette à l'État. Et donc, il va y avoir une relation de confiance qui va s'installer entre nos producteurs et donc l'État, à travers le CCM, pour que demain, même si je discute avec le ministère des Finances, je leur dis, écoutez, oui, effectivement, on a rallongé, on a donné un bonus à 2, 3, 4 producteurs qui ont réussi à avoir des distributeurs internationaux, mais en contrepartie, ils ont rendu leur avance sur recette, donc ils ont joué le jeu, et donc c'est une boucle de confiance qui s'installera pour encourager aussi donc, les producteurs qui n'auront pas le marché national. C'est un cercle vertueux qu'on essaie de créer aujourd'hui, avec 2, 3 champions, à l'image de ce qui se fait dans d'autres secteurs. C'est toujours avec 2, 3 champions qu'on arrive à créer, qu'on arrive à pousser les TPE, les PME par la suite. Donc c'est la même chose, c'est grâce à 2, 3 champions dans la production nationale qui vont réussir à s'exporter qu'on pourra davantage ramener des moyens pour la production uniquement nationale. Comment fait-on? On sait que le cinéma au Maroc dépérit depuis les années 80. On a, je crois, 30-35 salles de cinéma dans tout le Maroc. Oui. Pardonnez-moi, comment M. Ben Saïd arrive, décrète dans 1 an et demi, il y aura 150 salles de cinéma. C'est une prérogative du secteur privé. C'est pas une prérogative du public. Vous allez les créer, vous allez les financer. Votre ministère va financer les salles de cinéma? Écoutez-moi, il y a déjà, en fait, le ministère de la Culture, entre le ministère de la Culture et de la Jeunesse, nous avons déjà à disposition des salles de théâtre, des salles de projection, etc., qui étaient existantes. Qui appartiennent à l'État? Qui appartiennent à l'État, bien sûr. Des maisons de jeunes, ce genre de choses? Soit des théâtres anciens qui ont été repris par le ministère et donc qui étaient destinés uniquement au théâtre. Donc l'idée, c'était tout simplement d'investir dans les projections, des équipés, etc. et de les ouvrir, et avec un système payant. D'accord? Payant, pourquoi payant? Mais payant dans le cadre de cette culture de proximité. Payant juste par rapport au respect de cette production, qu'elle soit théâtrale ou cinématographique, ou même musique. Parce que l'idée, c'est aussi s'ouvrir aux musiciens et aux musiciennes de cette nouvelle scène de musique qui existe, ces jeunes et ces moins jeunes qui font de la musique aujourd'hui, mais qui n'ont pas de lieu pour se produire. Les salles qui appartiendront donc à l'État. Donc l'idée, c'est d'avoir un prix symbolique. On parle entre 15 à 25 dirhams. Le droit d'entrée, vous dire, le ticket. Le ticket. Vous allez faire de la concurrence au cinéma privé, qui sont à 50-70 dirhams. Chauffe. Moi, je m'attaque principalement aux villes où il n'y a pas de cinéma. D'accord. Je ne concurrence personne. Ah, d'accord. Au contraire, je rapporte de la culture dans des villes où il n'y avait absolument pas de cinéma. D'accord, Hadiel Loula. Deuxièmement, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je ne peux pas me limiter à 25 complexes cinématographiques au Royaume, alors que dans certains quartiers parisiens, il y a 25 complexes cinématographiques. Il y a un problème. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, il faut investir il faut recréer la culture de la culture. Et ça passe pas uniquement par notre département. C'est là où la convergence est intéressante. Le travail va se faire aussi en partenariat avec le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur pour apporter davantage de culture aux enfants. La culture de la culture se crée dans les écoles, se crée dans les universités. Les théâtres, c'est aussi les universités. Les
clubs de cinéma, redonner envie aux gens de s'intéresser au cinéma. Parce que l'excuse facile, c'est quoi? Oui, les cinémas ne marchent pas parce qu'aujourd'hui, il y a le piratage, il y a les Netflix, etc. Mais ça, c'est partout. C'est universel. C'est vrai. C'est en Europe, aux États-Unis, en Chine. Il y a un boom de cinéma en Chine incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas de Netflix? Est-ce qu'il n'y a pas de piraterie? Au contraire. La piraterie. Donc, en gros, Donc, il faut recréer parce que pourquoi? Aller au théâtre, aller au cinéma, c'est une sortie. C'est une envie, c'est une sortie avec votre enfant, avec votre famille, avec vos amis, etc. Donc ce n'est pas uniquement de voir ce qui est produit, le film ou la pièce de théâtre. Donc c'est cette culture-là qu'il faut créer. Amener l'État, son rôle c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'impulser. Donc aujourd'hui, l'idée, si on fait par exemple... Des cinémas d'État, pour résumer. C'est pas des cinémas d'État, c'est des opportunités pour que, en attendant que le privé se mobilise. Moi, à terme, l'idée, c'est que d'ici peut-être 5 à 10 ans, qu'il y ait des cinémas privés partout dans le royaume et que ces salles que nous avons mis en place, cet investissement qui a été mis en place, sera peut-être consacré à terme uniquement au théâtre, au cinéma amateur, et le cinéma professionnel sera donc. Mais aujourd'hui, n'ayant pas de marché, que la production nationale puisse aussi l'utiliser, que les compagnies théâtrales aussi puissent l'utiliser, parce que le soutien qui est donné, si on parle du théâtre par exemple, parce qu'il y a le cinéma, il y a aussi le théâtre. Les compagnies théâtrales aujourd'hui, comment ils peuvent survivre s'ils ne peuvent pas faire de tournée à travers le royaume? D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas de zénith au Maroc, on n'a pas de salle dédiée à ce genre d'activité, on n'a pas de salle privée. Donc, à défaut, il faut démontrer à l'acteur privé qu'il y a des opportunités. Et quand l'acteur privé saisira cette opportunité, bien sûr, l'État ira vers autre chose. Parce que l'investissement est là, il ira vers le volet amateur, vers le volet uniquement sur ce qu'il est censé faire normalement au départ. Mais il faut démontrer qu'il y a l'opportunité, il faut donner envie. À quel horizon tout ça? J'espère que sur les 5-10 moi je suis déjà heureux de voir que dès qu'on a lancé la dynamique et qu'on a commencé à en débattre au sein du Parlement avec certains de vos collègues, un investisseur est venu, il est prêt à investir 280 millions de dirhams pour ouvrir plus de 20 complexes cinématographiques. Avec des conditions assez intéressantes où il va consacrer un pourcentage pour la production, où je lui ai même demandé de voir s'il y a la possibilité d'avoir des mini-salles de 200 places uniquement pour... Pardon, un investisseur étranger? Non, Maroco-étranger. D'accord. Et donc l'idée, c'est de dupliquer ce genre. Si cet investissement, Inch'Allah, on va tout faire pour qu'il réussisse bien, il y aura forcément, il donnera des idées à d'autres. Il faut aussi investir dans les salles de concert, etc. Nous avons une nouvelle scène incroyable qui est capable de remplir les salles. Ça veut dire qu'il y a un business model qui peut se créer autour d'eux. Mais il faut leur donner les opportunités. Il n'y a pas que le festival gratuit. C'est à de la notion de gratuité. L'art, si on veut créer une industrie de la culture, l'industrie de la culture ne se crée pas avec de la gratuité. D'accord. Il peut y avoir des prix symboliques liés à notre environnement économique. Nous ne sommes pas l'Europe. Nous n'avons pas les salaires de l'Europe. Donc on ne va pas mettre des tickets à 300, à 400, 500 dirhams. Il faut mettre des tickets par rapport à notre modèle économique. Le jour où on fera évoluer notre SMIC, nos salaires, etc., on pourra augmenter. Après, ça reste du prix. Quand ça deviendra 100% privé, si un artiste considère que son public est capable de payer pour lui 300, 400 et 500, c'est lui qui prend ce risque-là. Mais l'État est là juste pour impulser, pour encourager, et j'espère, moi je suis d'accord avec vous, j'espère que le privé saisira cette opportunité et investira dans ce secteur-là. En tout cas, nous serons là en tout cas pour l'encourager. D'accord. Toujours pour la culture, vous avez récemment demandé à la reconnaissance par l'UNESCO de reconnaître la marocanité de plusieurs produits. Je pense au couscous. Est-ce que vous attendiez à cette polémique avec l'Algérie? Malheureusement, non, parce que généralement, tout ce que j'ai appris, la culture est là pour rapprocher les civilisations, elle est là pour rapprocher les peuples. Ce que nous voyons, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans une sorte d'îlot à cause ou grâce, j'en sais rien, à nos différents voisins. Alhamdoulilah, aujourd'hui, les relations sont plutôt très bonnes avec la Mauritanie. Il y a une entente de plus en plus qui est en train de se mettre en place, donc c'est tant mieux. Mais malheureusement, nos voisins de l'Est essayent de construire leur histoire au détriment de notre histoire. Et c'est ça qui est malheureux. Donc il y aura d'autres polémiques sur d'autres... Nous, on ne polémique pas au final. Nous, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que, avant de demander une reconnaissance internationale, l'idée c'était de créer un label Maroc pour deux raisons. D'abord pour une raison
d'ego, j'ai envie de dire, une reconnaissance des Marocains, de leur savoir-faire, de leur culture millénaire, d'accord. Et deuxièmement, c'est aussi une stratégie de marketing pour nos artisans, pour notre patrimoine, parce que quand on parle de patrimoine, il y a le patrimoine bien sûr matériel, il y a aussi ce patrimoine immatériel qui peut demain, quand on parle du caftan marocain, c'est un label Maroc, demain le caftan n'est plus lié uniquement au territoire marocain, le caftan il est partout. D'abord c'est un modèle économique qui se crée derrière, on le voit à Los Angeles, on le voit à New York, on le voit à Paris, on le voit partout. Et donc avoir cette référence marocaine, comme si je vous parlais sur le volet culinaire des sushis, on sait que c'est japonais, etc., etc. Donc il ne faut pas avoir honte de dire ça. Il y a un savoir-faire marocain. Pourquoi il ne faut pas avoir honte? Parce que c'est un héritage. Limite, c'est pas vous et moi qui l'avons créé. C'est quelque chose qui a été créé par nos aïeux, par les parents de nos parents et les grands-parents de nos grands-parents, et qu'on se doit de protéger aujourd'hui, bien sûr. Comme toute culture, il va y avoir du partage, parce que cette culture-là ne se limite pas à un territoire. Il y a eu des va-et-vient, il y a eu de la migration, il y a eu, bien sûr que par la suite, on peut dire que le couscous, son point de départ, c'est le Maroc, mais il y a du couscous en Tunisie, ailleurs, etc. Mais il a une histoire. Il a une histoire, comme toute chose, comme toute culture. Ça démarre quelque part. C'est tout ce qu'on défend aujourd'hui. C'est cette idée-là, quand il y a le Tchoubourida qui a été reconnu par l'UNESCO, je suis certain que d'autres pays ont aussi leur Tchoubourida. Et si on va aller plus loin à la culture du cheval, même en Mongolie, il y a cette culture du cheval, etc. Mais c'est pas la même chose. Il y a un savoir-faire marocain qui est reconnu aujourd'hui au niveau national, bien sûr, mais, alhamdoulilah, aussi au niveau international. C'est ce que nous disons. C'est tout. Je ne cherche même pas à polémiquer avec quelqu'un ou avec un État. Mais nous devons d'être fiers de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Et il est intéressant, moi je crois en ça réellement, l'approche culturelle est assez intéressante parce qu'elle va créer des richesses derrière à nos artisans et à nos citoyens. Parce que le tourisme culturel est pour moi, est plus important que le tourisme uniquement économique. Enfin, le soleil, on peut en trouver partout. D'accord. Mais quand on vient pour découvrir une histoire, pour découvrir une culture, même en termes d'investissement, c'est-à-dire l'investissement que fait le touriste est plus important sur le volet économique parce qu'il vient pour une découverte. Et quand on aime, on ne compte pas. Donc ce touriste-là qui va venir pour l'aspect culturel, pour découvrir une culture qu'il ne connaissait pas, vous et moi, quand nous allons dans un pays pour découvrir sa culture, c'est pas comme si on va aller juste dans une plage pour bronzer. Donc il y a une différence. Donc il y a un volet économique à prendre en considération. Et donc il y a un investissement à faire dans le tourisme culturel. C'est pour ça qu'il est intéressant d'investir dans son patrimoine matériel. Ça reste fier, tout le patrimoine que nous avons, et aussi patrimoine immatériel, culinaire, habillement, etc. Très bien. Est-ce que la culture a toujours été le parent pauvre des différents ministères marocains, mais c'est un secteur qui demande aussi une vision pour l'avenir, qu'il soit plus d'ordre muséographique. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de création et d'innovation culturelle? C'est ce que je vous dis, depuis tout à l'heure. L'idée, c'est de faire de cette culture-là. D'abord, c'est pas le parent pauvre, il était parent pauvre en termes de budget. De budget par le passé, rappelez-le, mais très riche culturellement parlant. Très riche en échange. Je suis heureux d'être à la tête de ce ministère, malgré la pauvreté de son budget, mais il a une richesse incroyable. Et je suis convaincu que vous allez être étonné d'ici la fin de l'année avec le nombre de partenaires et le nombre de richesses budgétaires qu'on va pouvoir créer avec ce que nous avons. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pas uniquement le volet musée qui est intéressant, c'est justement ces partenariats publics-privés qu'il faudra créer pour donner vie à notre patrimoine. Par exemple, l'idée aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour que le Inch'Allah soit animé avec les habits de l'époque, etc. C'est de l'animation pour les enfants, pour les grands et les moins grands finalement. On a tous envie de voir ça. Hier, j'étais à Volubilis. Il y a tout un travail qui va être fait, Inch'Allah, parce que justement, vous savez qu'avant le Covid, on a réussi à atteindre 400 000 visites pour le Volubilis sur toute l'année. Inch'Allah, on espère bien sûr dépasser le Covid. Et l'idée, c'est d'animer Volubilis avec des habits d'époque, avec l'huile d'olive qui a été faite à l'époque, etc., avec des shops, etc., de l'animation, faire un partenariat public-privé pour atteindre le million. Et donc, ça veut dire quoi? Si on arrive à atteindre cela, ça veut dire qu'on n'aura même plus besoin du budget de l'État
pour garder cette infrastructure digne de ce qu'elle est, parce qu'elle se fera financer par elle-même. Pourquoi vos prédécesseurs l'ont pas fait? Ça, faut leur poser la question. D'accord. C'est pas à moi j'en sais rien, je ne connais pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, que la vision, elle est là. Et je considère que, alhamdoulilah, je suis agréablement surpris. Il y a pas mal de gens dans le privé qui sont intéressés par investir dans ces secteurs-là, qui ne sont pas faciles. Hein. C'est une aventure. Hein. Quand on veut investir dans le patrimoine, dans la culture, c'est une aventure. Alhamdoulilah, qui peut s'avérer lucrative aussi. C'est ce que je leur souhaite. D'accord. Mon objectif, c'est de faire vivre ces endroits-là et qu'on puisse être fiers de ce que nous avons. Qu'on ne soit plus obligé d'aller à l'étranger pour voir un patrimoine vivre, exister, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous avons des monuments, mais d'une richesse, j'ai pas envie de vous dire nationale, mais internationale. Les gens viennent partout dans le monde pour voir Volubilis, pour voir Chella, etc. Mais sous-exploité, ce que vous voulez dire. Sous-exploité. Et aujourd'hui, vous avez raison, notre budget ne nous le permet pas, et même notre savoir-faire commercial, nous ne sommes pas des commerciaux au sein du ministère de la Culture. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des partenariats publics-privés pour investir ce patrimoine-là. Et partout, hein, même le cinéma, tout à l'heure ce que je vous ai dit dans le cinéma, c'est toujours là on est là pour pousser, de créer une dynamique et d'accompagner par la suite les investisseurs, même avec les autres secteurs. C'est ce que je fais aujourd'hui. Quand j'encourage le monsieur à investir l'entreprise à investir dans le cinéma, il faut faire le suivi avec lui parce qu'il va avoir demain une relation avec l'autorité locale, avec la région. Donc il faut faire un accompagnement pour démontrer que c'est une stratégie aujourd'hui d'État que d'investir dans la culture. La culture est le meilleur rempart contre l'extrémisme, pour aller vers l'ouverture. Et aujourd'hui, pour créer de la richesse. Il faut que ce terme industrie-culture qu'on se l'imprègne et qu'on se dise la culture, c'est aussi la création de richesse et c'est des nouveaux métiers. C'est donner des opportunités à cette nouvelle génération. On ne va pas tous finir médecins, profs, journalistes, etc. Donc il faut donner des opportunités nouvelles à ces jeunes et ces moins jeunes. D'accord. En termes de monuments, on se rend compte, hein, il y a un triste constat. En dehors des grands projets culturels qui ont été initiés par les différents rois du Maroc, je pense à la grande mosquée de Casablanca, je pense au grand théâtre magnifique de Rabat, qui sont donc initiés par les chefs d'État du Maroc, les différents rois. On se rend compte que tous les gouvernements successifs ils ont laissé aucun monument, aucune trace. Est-ce que vous, de votre côté, vous comptez déroger à ce constat? Moi, je pense que notre rôle en tant que gouvernement, c'est de créer des opportunités, c'est de créer des dynamiques, c'est de pousser. C'est pas, et au contraire, c'est, alhamdoulilah, nous avons eu par le passé des rois visionnaires qui ont cette vision culturelle de la chose publique. Et tant mieux. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut accompagner cette vision royale. Et notre rôle à nous, en tant que département de la culture, les lieux que nous avons, avant de parler de monuments, faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. C'est ça notre rôle à nous. Et pourquoi je me dois de faire ça? Pour justement être à la hauteur de cette vision royale. D'accord. On nous donne, Sa Majesté donne une voie, une vision, il nous montre la route. Il faut accompagner, il faut y aller. Il faut juste maintenant avec le chemin qui est tracé, il faut le suivre. D'accord, très bien. Est-ce que, pour reprendre les termes d'un ancien ministre, est-ce qu'il y a une culture propre et une culture sale? Non. On n'est pas là pour juger justement des cultures. D'accord? On est là pour accompagner. Moi, comme tout à l'heure, vous êtes rentré, on va le dire aujourd'hui, vous n'avez pas aimé ce tableau, moi je l'aime bien. Donc justement, c'est ça la culture en fait. Vous aimez pas, moi j'aime bien, et c'est ça le Marocain. C'est au Marocain de juger. Nous, on met en place, on crée une dynamique. Les salles polyvalentes, les tribunes polyvalentes, cinéma, théâtre, musique. Après, c'est aux citoyens, s'il aime le rap, il va écouter le rap. S'il préfère l'opéra, il va aller à l'opéra. Il a pas de tarab andalousi, il va écouter tarab andalousi. S'il veut aller au cinéma, il va aller au cinéma. S'il préfère le théâtre. D'accord. Là, on offre l'opportunité. Et au Maroc, pourquoi Raya, tu parles 38 millions de Marocains, on l'a plus. D'accord, alors, justement, vous êtes un des plus jeunes ministres du gouvernement. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Culture, vous auriez par exemple censuré le film de Nabil Ayouch, Zindifik, qui a été censuré il y a quelques années? Je vais vous expliquer une chose. C'est pas une question de censure. Nous n'avons pas la législation aujourd'hui au Maroc qui nous permet de mettre des films de moins de 18 ans. Tout simplement. C'est la réponse réelle qu'il y a aujourd'hui. Il y a le moins de 16 ans. D'accord. Donc quand il y a des scènes pornographiques, des scènes de guerre, des scènes... Pornographiques? Oui. Vous y allez fort. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous l'avez vu le film? Vous l'avez vu? Pardon. Non, je ne vous parle pas du film.
Je vous dis en général, D'accord. quand il y a des scènes pornographiques ou des scènes de guerre, Oui, des bien scènes sûr, de hada, évidemment. il faut mettre moins de 18 ans pour prévenir le public. Attention, c'est pas. Parce que moi j'ai une petite fille de 6 ans. Bien sûr. Si demain je vais au cinéma que je ne suis pas prévenu que c'est un film Évidemment. moins de 12 ans, moins de 16 ans, etc., mais par la suite, je vais en vouloir à qui? À moi-même d'abord. Bien sûr. Donc aujourd'hui, n'ayant pas cette législation, il est difficile aujourd'hui de parler, d'accepter certaines scènes sans avoir à prévenir le public. D'accord. Donc D'accord. peut-être qu'il faut poser cette question-là sur le volet juridique et législatif et non pas sur le volet politique. Un gars, je le permets, mais la réglementation ne le permet pas. Et donc ça sert à quoi d'en débattre finalement? D'accord. Pour ce qui est de la jeunesse, qu'est-ce que on ne connaît pas vraiment le rôle exact du département de la jeunesse. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement pour le le département de la jeunesse? Le département de la jeunesse a plusieurs rôles. Et parce qu'il a plusieurs rôles, je vais lui rajouter un autre rôle. Alors, il a l'enfance, et donc il a les centres de protection d'enfance qu'il y a à travers le royaume. Et là, on est en train de mener une politique pour faire en sorte que ces CPE puissent respecter les critères nationaux et internationaux pour ces enfants qui sont finalement oubliés par la société et qui n'ont que l'État comme rempart pour qu'ils puissent... Vous pensez à quoi? Aux orphelinats ou... Non. Les centres de protection d'enfance, en fait, c'est des centres... c'est différents cas. C'est des enfants soit Des qui sont en rues, difficulté avec leur famille, soit des rues, etc., mais qui ne peuvent accéder à ce centre-là que par un juge de la famille et de l'enfance, etc. Donc, mais moi, mon rôle à moi, c'est qu'ils soient bien accueillis et qu'ils puissent avoir une vie de bonnes conditions. normale. Ils ne pourront jamais avoir une vie normale parce que, bien sûr, on ne pourra jamais remplacer la tendresse des parents, etc. Mais au moins leur donner les éléments pour qu'ils puissent réussir. Et c'est ça mon rôle à moi. Donc aujourd'hui, on est en train d'évaluer les structures existantes et l'idée aujourd'hui, d'ailleurs j'ai une réunion cet après-midi pour essayer d'investir sur 12 nouveaux CPE. D'accord. Et qui puissent respecter ces critères parce que je considère que c'est des enfants qui n'ont rien. Qui n'ont que nous. Donc il faut davantage s'intéresser à eux. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi les foyers féminins. Les foyers féminins, il y en a 300 et quelques à travers le royaume, parce que quand on parle de jeunesse, c'est les jeunes filles, les jeunes enfants et la jeunesse de manière générale, et j'y viens. Donc ces foyers féminins aujourd'hui, leur utilité jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était des formations qu'ils proposaient aux jeunes femmes qui n'ont pas pu poursuivre leurs études dans la boulangerie, dans tout ce qui est textile, technique, tout ça. Ce que j'essaie de leur dire moi aujourd'hui, la femme, ce n'est pas uniquement le textile, la cuisine ou la coiffure. Donc on essaie de voir aujourd'hui, d'évaluer tout cela pour essayer d'apporter des nouvelles formations à ces jeunes femmes pour leur donner justement, parce que tous ne vont pas finir boulangères dans le textile ou autre. Donc, et même parfois essayer de répondre, c'est ce que je disais tout à l'heure, à des besoins économiques dans certaines régions. Donc proposer des formations par rapport à des investissements qui sont faits, par rapport à un besoin existant dans la région. D'accord? Ça, c'est les foyers féminins. Puis il y a les maisons de jeunes. Les maisons de jeunes, et c'est là où la vision classique qu'il y avait par le passé, c'était on essayait d'accompagner ces jeunes sur les activités culturelles, c'est-à-dire le théâtre, le dessin, etc. C'est-à-dire accompagner le jeune quand il sort de l'école et lui donner finalement un endroit, à défaut de rester à la maison. Pour se dépenser. Pour se dépenser, etc. D'accord. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ces maisons jeunes ne doivent pas uniquement servir à ce rôle. Ils peuvent servir à ce rôle, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des jeunes qui ne sont pas à l'école, des jeunes qui sont oubliés par la société, et des jeunes qui, parce qu'ils sont oubliés, justement, ils vont vers le banditisme, ils vont vers l'immigration, vers la drogue. Donc il faut pouvoir ouvrir ces maisons de jeunes à ces jeunes-là, qui peut-être en ont le plus besoin. D'accord ? Et pour cela, il faut créer des nouveaux services. C'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire c'est quoi leurs besoins socio-économiques, l'emploi, etc. Le gaming, etc. Il faut faire en sorte que cet endroit-là leur appartienne. Et nous, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire on fait un diagnostic des différentes expériences de certaines fondations avec qui on travaille. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'Ali Zawa, il y en a d'autres qui font de l'excellent travail, et donc permettre à nos maisons de jeunes qui sont gérées par le ministère de proposer plus ou moins les mêmes services, et même parfois en partenariat avec d'autres départements. Il y a eu une belle expérience à Ben Guelil, une maison de jeunes où le gouverneur sur place a eu la belle idée en partenariat avec les responsables locaux de notre ministère de s'ouvrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'ANAPEC. Ils ont même créé une petite salle où il y a des ordinateurs pour les jeunes qui veulent créer leur start-up, etc. Donc c'est des services nouveaux. Et lundi, j'ai réuni avec toute l'équipe de mon cabinet pour essayer de les dispatcher au niveau des régions pour qu'il y ait un suivi du ministère sur toutes les régions du royaume. L'idée aujourd'hui, c'est que
cette stratégie, qu'il y ait un suivi de la stratégie bien sûr, mais que les services soient partout dans le royaume. C'est pas uniquement Rabat, à Casa, etc. Vraiment qu'on puisse aller à Chichaoua, qu'on puisse aller à Barchid, peu importe la région où on sera, à Dakhla, à Oujda, c'est à donner ces mêmes services à tous les jeunes du royaume pour qu'il y ait un ressenti et répondre à des spécificités locales. Et les spécificités locales, on les découvre au fur et à mesure où nous faisons nos déplacements. Donc c'est, je vais répéter une chose que m'avait dit notre ministre du digital, Richard Nizzo, c'est une stratégie agile, c'est-à-dire évolutive, à l'image des sites internet agiles. C'est pas statique. Au fur et à mesure où on verra qu'il y a un besoin quelque part, on va essayer de les mettre en place. Et croyez-moi, quand on parle encore une fois jeunesse, malgré la pauvreté de son budget, les portes s'ouvrent parce que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Et il y a différentes choses à faire avec les différents départements. Je vous ai parlé du ministère que préside Sescolé, la petite entreprise, etc. Mais il y a aussi tout le travail à faire dans le rural, et là, on compte s'appuyer sur le ministère de l'Agriculture, etc., pour profiter de leur expertise et leur expérience dans le monde rural, pour donner justement des services nouveaux aux jeunes aussi qui sont dans le rural, parce que le rural, c'est une autre problématique liée parfois. Certains présidents de communes qui viennent me voir, qui te disent bon, nous on n'a pas de maison de jeunes, pas de maison de culture. Mais la problématique là-bas, c'est que c'est des territoires vastes avec peu de population. Et donc, si on construit une maison de jeunes là, vont en profiter un village, mais pas tout le reste. Donc, on est en train de réfléchir même à mettre en place des maisons de jeunes de culture mobiles, qui elles vont se déplacer entre les villages pour encore une fois donner les mêmes services à tous les jeunes, où qu'ils soient. Et ça, c'est une réflexion qu'on est en train de mettre en place. C'est des investissements à mettre en place, tout simplement. Donc ça, c'est pour ça que je veux dire que notre ministère va essayer aujourd'hui d'accompagner les différentes politiques de jeunesse menées aussi par les autres départements. Alors, un guichet unique. Rajouter à cela la fameuse carte jeune qu'on est en train de finaliser pour accompagner tous ces services dont je vous ai parlé, à aide de jeunes. Parce que le malheur qu'il y avait par le passé, c'était pour accéder à la maison de jeunes, il fallait être membre d'une association, etc., etc. Aujourd'hui, avec la carte jeune, on n'aura plus ce problème-là. Chaque jeune aura le droit de rentrer dans cette maison de jeunes. Et nous étudions aussi la possibilité, certains, c'est déjà fait grâce aux dynamiques de nos directeurs régionaux et locaux. Les maisons de jeunes, pour moi, ils doivent rester jusqu'à minuit, 1h du matin, parce qu'il y a des problématiques parfois dans certains quartiers où il y a besoin d'ouvrir ces maisons de jeunes pour ces jeunes-là. D'accord. Et justement, en parlant de budget, de jeunes, est-ce que vous avez un budget pour une expérience qui est intéressante à travers le monde, un pass culturel qui permette aux jeunes, il faut de l'argent bien évidemment, d'acheter des livres, d'aller au cinéma. Alors c'est le pass jeune. Le pass culturel, ça sera dans le cadre du pass jeune. Je veux dire, une carte c'est un budget, c'est de l'argent. Au-delà du budget, on est en train d'essayer de réfléchir justement pour éviter cette problématique du budget. Et pour ça, il faut mettre en place des partenariats. Nous avons la chance, comme vous l'avez dit, que la jeunesse et la culture sont dans le même ministère, donc on est en train de voir les choses ensemble. La problématique du livre, moi j'ai une autre problématique dans le livre. Le livre aujourd'hui, le budget consacré au livre par citoyen marocain, on parle de 13 à 15 dirhams par an, c'est rien du tout. Donc, encore une fois, à l'image du théâtre, de la culture de manière générale, il faut redonner envie aux jeunes et aux moins jeunes de lire un livre, d'acheter le livre, de toucher le papier. Et donc parce que nous avons eu, de par notre histoire, une coutume plutôt orale. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faudra limite créer. Il faut pas, le livre ne concerne pas que les intellectuels. Au contraire. Donc, et pourquoi pas utiliser même le livre digital aujourd'hui, etc., pour accéder à une nouvelle génération. Donc il y a un travail qui va être mis en place. L'investissement qui sera aussi fait, que je considère assez important, c'est que nous n'avons pas de bande dessinée marocaine, nous n'avons pas il y a les mangas au Japon, il y a les Astérix Obélix, il y a les Tintin en Belgique, etc. Donc, moi, je pense que nous avons une très belle école des Beaux-Arts à Tétouan, sur laquelle on n'investit pas assez, donc leur donner l'opportunité aussi d'avoir un marché de dessin animé aujourd'hui au Maroc. Ça commence à se faire grâce à l'investissement des télés, SNRT et 2M qui aujourd'hui, dans leur marché, demandent à ce qu'il y ait des dessins animés marocains. Moi, je pense que notre travail aussi, c'est d'accompagner cela par des bandes dessinées pour permettre justement, pour créer encore une fois un nouveau marché pour ces jeunes qui sortent des Beaux-Arts et qui font un travail extraordinaire. Les Beaux-Arts, ce n'est pas uniquement les tableaux, c'est aussi les bandes dessinées, c'est aussi les dessins animés de main. Et tout est lié encore une fois, c'est un cercle vertueux dans la mesure où il y a un marché aujourd'hui de l'animé extraordinaire au niveau international. Quand on parle de Pixar, etc., sur le volet cinéma, ça commence par les dessins animés. Donc il faut démarrer par quelque chose
et rêver qu'on puisse atteindre nous aussi un certain niveau demain, ou au moins exporter, que ce savoir-faire existant dans le monde se délocalise au Maroc. Pas forcément que nous, on migre. On n'a plus besoin forcément d'aller ailleurs pour créer quelque chose de nouveau. On peut mettre en place des partenariats et faire en sorte que s'il y a un réel savoir-faire demain aussi dans ce domaine-là, convaincre Pixar, Marvel ou autres à installer une partie de leurs travaux ici au Maroc. Mais pas de gratuité, encore une fois, pour cette fameuse carte, pour aller au cinéma ou pour acheter. On est en train de réfléchir. Vous n'avez pas de budget pour l'instant. Exactement. On est en train de réfléchir à quel modèle. D'accord. Sur quel modèle. Est-ce que la gratuité est la bonne solution? C'est ce qu'il faut se poser. Dans beaucoup de pays, c'est comme un cadeau pour les jeunes, il peut y avoir les pour les réductions. pousser à... Là, parce que la gratuité, elle est là de fait, parce que nous avons aussi plus de 200 bibliothèques à travers le royaume. Et c'est le ministère qui a investi dans les livres qui sont achetés dans ces bibliothèques-là. Et donc les livres gratuits sont là, ils existent déjà. Donc quand le jeune a besoin de livres, voilà qu'il y a les bibliothèques, et s'il y a un besoin particulier, on y répond, il y a les universités et tout. Mais aujourd'hui, il faut créer la politique, l'envie. Si je vous donne un livre, c'est pas forcément le livre que vous avez envie d'acheter, vous. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut créer cette envie d'abord. Vous parlez, il ne faut pas faire le parallèle aussi facilement avec des États aujourd'hui, parce que la carte culturelle dont vous parlez, c'est le modèle français. Il y a déjà la culture de la lecture. D'accord. Vous voyez, quand vous prenez le métro... Vous devez créer le cadre d'abord. D'abord, on crée le cadre avant de vouloir donner... C'est pas forcément... Là, vous parlez de la résultante. D'accord. D'abord, il faut créer on le cadre. On n'y est pas encore. Et dans 4-5 ans, quand il y aura un vrai marché, etc., par définition, il va s'installer. On ne peut mettre en place un budget que quand il y a un marché. Le marché n'existe même pas. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que... Vous allez me faire... on termine. Pour communiquer, vous pensez... des problèmes avec mon gouvernement. Non, pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est un outil normal pour un ministre ou peu importe, pour communiquer? Sachant que vous êtes très actif tous les jours, on voit vos communiqués, vos visites, Au-delà du ministre, moi j'ai toujours été actif dans les réseaux sociaux. Dès que j'avais des activités, je les partageais avec ceux qui acceptent de me suivre dans ma page. Donc, encore une fois... C'est utile? Moi je pense, si on vous suit en tant que personnalité politique au public, c'est pour savoir ce que vous faites pendant vos travaux. Donc c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'information n'est donnée qu'à ceux qui acceptent de vous suivre. Très bien. On n'est pas là pour embêter les gens, etc. Et quand il y a une activité officielle, il y a pas uniquement les réseaux sociaux, mais aussi les médias. Exact. On vous appelle, on appelle les médias aussi publics, etc. pour dire attention, là, c'est une annonce officielle, etc. Puis pour les activités courantes de tous les jours, le ministre a reçu ceci, ça, parce qu'il y a des gens qui veulent vous suivre, tout simplement. D'accord. Ça fait partie, c'est l'ère du temps d'aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, donc on a parlé de beaucoup de vos projets. Est-ce que la multiplication des promesses, vous ne pensez pas que ça risque de vous desservir au moment du bilan final en 2026? Si mais vous me connaissez un peu, je ne promets pas, je fais. Moi, je n'ai rien promis pour l'instant. D'accord. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que nous avons réussi à détecter, que nous avons réussi à faire. Quand j'ai parlé des salles de cinéma, je n'ai annoncé les 150, qu'on ayant aujourd'hui 75 de déjà prêts. D'accord. Qu'en ayant déjà avancé à 90% avec notre investisseur sur l'investissement qu'il compte faire. Au contraire, il est plus enthousiaste que moi. Il m'a dit, allez, on l'annonce tout de suite. Parce attention, il y a une réglementation à mettre en place avant de vous annoncer. Très bien. Avant de dire votre nom. Donc, on peut expliquer, on peut donner, dire que voilà, on est en bonne discussion, etc. Mais de là à annoncer le nom, etc., step by step. Donc, moi, je ne promets pas. Je vous dis, voilà ce que nous avons. Nous avons réussi à faire. Je n'ai parlé des 30% de la retax sur la production internationale que qu'on ayant signé avec le ministre des Finances. J'aurais pu venir vous le dire en novembre. Voilà, je pense à faire ceci. Mais en ayant discuté avec lui, après un mois de discussion, un mois de débat, et qu'on ayant signé les papiers, Très bien. Une question qui intéresse beaucoup de Marocains au regard de la situation sanitaire. Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse, de la Culture, de la Communication pense de la fermeture des frontières? Est-ce qu'elle doit continuer? Alors, d'abord, je trouve que c'est malheureux. Malheureux parce que personne n'a envie qu'on ferme le théâtre, qu'on ferme le cinéma, les musées, les événements culturels de manière générale et les frontières. Mais c'est une réalité aujourd'hui, c'est la santé du Marocain, la santé de nos concitoyens qui est la plus importante. Il faut qu'on puisse dépasser cette phase du Covid. Vous la défendez en Conseil de gouvernement, cette fermeture? Là, ou alors votre position a évolué? Non, il n'y a pas de, il n'y a pas de défendre ou pas défendre. On n'est pas. Non, mais ça fait 2 mois qu'on est fermé. Il faut évaluer. D'accord. Il faut évaluer. Est-ce que c'est encore nécessaire ou pas?
À un moment donné, quand le nouveau variant est arrivé, personne ne savait de quoi on parlait. D'accord. Donc elle était nécessaire. D'ailleurs, plusieurs États avaient fermé. Aujourd'hui, les États ouvrent au fur et à mesure. Il faut évaluer l'état de l'Omicron au Maroc, évaluer. Aujourd'hui, la quelle est votre problématique. position? Non, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Moi, je ne peux pas évaluer quelque chose dont je n'ai pas les données. Donc c'est pour ça qu'il y a un conseil de gouvernement, c'est pour ça qu'il y a une discussion avec les ministres concernés, principalement la santé, pour voir cette évaluation-là. Et au final, l'évaluation scientifique, moi je peux vous donner mon avis en tant que citoyen. Si vous Oui, voulez. en tant que citoyen, tout à fait. Aux citoyens, je suis malheureux quand il y a des Marocains qui sont coincés, ça sur le principe, sur le volet humain de la chose. Mais sur l'intérêt scientifique pour le Maroc, il faut que j'ai des éléments. Tout ce que je sais, c'est qu'au départ, quand nous avons arrêté les frontières, c'est parce que c'était utile, c'était pour protéger la santé des Marocains et des Marocaines. Et au fur et à mesure, c'est pas une décision ad vitam aeternam, c'est pas pour toujours. Au fur et à mesure, il va y avoir une évolution. Le ministre de la Santé n'est pas fou, il n'a pas dit ah non, il faut ouvrir les frontières. Non, c'est pas ça le problème. D'accord. C'est notre santé à vous et moi. D'accord. Vous et moi, nous avons nos enfants dans la même école. L'école est fermée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de l'école? C'est la même question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la fermeture de l'école? Donc ça veut dire que vous n'avez rien à nous annoncer pour après le 31 janvier. C'est bien ça. Non, mais est-ce que vous êtes pour ou faire... C'est la même chose, c'est la même question. D'accord. Je suis pour la réouverture de l'école, mais la santé de ma fille prime aussi. Si elle va aller à l'école, elle va tomber malade, Wallah, déjà chez Mouchkil, je vais dire, blâche, garde l'école. C'est la même problématique. Je suis pour la réouverture des frontières, bien sûr, mais si demain on va avoir de nouvelles maladies, des nouveaux problèmes, et qu'on ne pourra pas gérer ces maladies parce que nous n'avons pas les moyens hospitaliers nécessaires, je dis, blâche, garde les frontières. Là, c'est ça. C'est un dilemme. Bon, il faut l'accompagner, l'évaluer et prendre les décisions au fur et à mesure qu'il y ait des évolutions. Tout simplement. On pensait que vous auriez peut-être une information à nous communiquer sur l'après 31 janvier. Très bien. Juste deux dernières questions. Quelle recommandation du nouveau modèle de développement vous êtes approprié ou La culture. La culture. Et la jeunesse. La culture. Tout le nouveau modèle de développement parle de l'importance de la culture et de l'investissement à faire dans cette jeunesse. C'est ce que nous essayons de mettre en place, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer depuis tout à l'heure. D'accord. Pour parler des réseaux sociaux, vous avez reçu dernièrement la famille Migri. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est votre rôle d'entrer dans ce genre de polémique et qu'est-ce que vous avez fait finalement après les avoir reçus? Il n'y a pas eu de polémique. Oui. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, grosse polémique, pour, contre. C'est autre chose. Moi, j'ai reçu des artistes. Oui. J'en reçois toujours. Quand je ne les reçois pas, c'est des appels téléphoniques. C'est quelqu'un du ministère qui va les voir, etc. Il y a des problématiques régulières de santé, d'habitat, connues ou moins connues. Bon, là, le Migri, ça veut dire que c'est connu, que ça a fait un buzz, etc. Mais on a eu d'autres auparavant qui étaient moins connus, tout simplement. D'accord. Donc, le ministère a toujours accompagné les artistes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de structure sociale qui puisse accompagner ces problématiques-là. Ça s'arrête là. On n'est pas là pour discuter un fait juridique. Le gouvernement dans son ensemble n'a pas à discuter une décision de justice, qu'on soit bien clair. Mais le volet humain, le volet artistique, oui, on a le droit. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux concrètement? Je les ai reçus. D'accord. Je leur ai donné mon soutien moral. Et j'avais peur qu'effectivement, l'inquiétude c'était quoi? C'est que si demain, s'ils doivent sortir de la maison, ils n'avaient pas où habiter, est-ce qu'ils vont rester dans la rue? C'était ça la problématique aujourd'hui. Vous avez une solution? D'anticiper, de voir. Vous savez que tous les artistes sont membres du BNDA. Et donc parfois ils ont des avances sur leurs recettes s'il y a un besoin social particulier. Le Bureau national des artistes, c'est ça? Non, le Bureau des droits d'auteur. Voilà, exactement. Le Bureau marocain des droits d'auteur. Parfois, il y a certains artistes qui ont des complications financières différentes qui demandent une avance sur leurs recettes. Donc, on voulait juste voir est-ce qu'il y a une problématique d'abord d'habitat, d'emploi, d'habitat, pardon, de logement, et s'ils avaient besoin d'un besoin particulier pour essayer de les accompagner, faire le problème qu'ils ont et comprendre pourquoi ils n'ont pas acheté à l'époque et tout. C'est tout. C'est un accompagnement humain moral que devrait faire demain l'institution, mais en l'absence de l'institution, je me dois de le faire en tant que ministre de la Culture. Une fois que l'institution, l'association, la fondation sera mise en place, ce sera son rôle d'accompagner les problématiques sociales pour que le ministre puisse se concentrer sur justement le marché, sur l'industrie de la culture et créer de la richesse autour de cela. Voilà. D'accord. Une dernière question, est-ce que j'imagine que vous allez continuer votre carrière politique d'ici 2026 Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Prendre la tête du parti ou du gouvernement? Vous êtes jeune, vous êtes bien parti, vous êtes une étoile montante du parti GEPAM. Le défi aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur de cette nomination royale. Et de démontrer que cette nouvelle génération, quand on lui montre la voie,
alhamdoulilah, Sa Majesté nous a montré la voie de la culture, la voie, c'est d'accompagner cette vision-là. C'est mon défi d'aujourd'hui. Je me réveille chaque matin en me disant qu'est-ce que je pourrais apporter à ces 3 départements. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est ce que vous dites? Exactement. On a un droit, on a une obligation aujourd'hui de réussir ce défi-là, d'abord pour le pays, d'abord pour cette confiance royale, d'abord pour cette population, pour ce peuple qui mérite d'avoir une vraie politique culturelle, une vraie politique de la jeunesse, et parce